Alors, pour répondre à la question de la faisabilité d'un revenu de base, un basic income en France, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a envie de commencer par une population ou une autre? Et dans le débat, en France et ailleurs d'ailleurs, on se pose la question de commencer par les pauvres, bon, commencer par les enfants, pourquoi? Par les jeunes, par les retraités, rarement par les riches. Néanmoins, ce que j'aimerais expliquer ce matin, qu'il serait intéressant, je pense pays par pays, d'avoir une vision assez claire de ce qui est faisable de manière assez simple, de manière assez directe. Dans le cas de la France, je vais vous montrer dans un instant, la solution la plus simple à mettre en œuvre, ce sera de commencer par une sorte de revenu de base pour les enfants. Je vous le montre. Start with kids. Start with kids, ce sera ma première partie. Vous avez sous les yeux un très beau graphique. Ce graphique, nous avons tendance au niveau de l'association R à l'appeler le graphique spaghetti. Il vous présente, et là c'est vraiment les chiffres tout à fait réels, il vous présente le niveau de l'aide par enfant induit par l'ensemble des mécanismes sociaux, familiaux et fiscaux de notre pays. En couleur, vous avez donc le nombre d'enfants. Donc en rouge, c'est avec un enfant. Et ensuite, vous avez des lignes pleines ou des lignes en pointillés qui différencient s'il y a deux parents, sont mariés ou en couple, bon, ou vous avez un seul parent. Et si vous regardez ce graphique un peu attentivement, vous vous rendez compte que lorsqu'on a un nombre d'enfants, 1, 2, 3, 4, et qu'on est marié ou pas marié, ainsi de suite, bon, quand on est pauvre, c'est-à-dire sur la gauche du graphique, le niveau de l'aide par enfant est relativement regroupé, entre 170 et 270 € par enfant. Par contre, quand les revenus s'élèvent, vous avez cette dispersion phénoménale qui fait que, dans certains cas, par exemple, vous avez un couple qui a un seul enfant avec un revenu de l'ordre de 3 000 € par mois, ce couple n'a aucune aide pour son enfant. C'est la base que vous avez sur le graphique. Et par contre, une personne seule qui a un seul enfant et qui a des aides, un empilement d'aides, peut atteindre jusqu'à 420 € pour son enfant. Voilà, donc ce graphique que nous appelons spaghetti, aimablement, est un graphique qui n'a pas de sens particulièrement. Aucun politique, aucun expert, personne ne peut expliquer la légitimité de ce graphique. Et néanmoins, c'est le résultat de la conjonction de 10 mécanismes français au niveau social, familial et fiscal. Ceci est tout à fait aberrant. Et donc, quand on parle de mettre en place en France un revenu de base, on peut dire, commençons par les enfants déjà, clarifions cette pagaille, mettons en place quelque chose qui ait du sens. Quelque chose qui ait du sens, ça pourrait être ceci, c'est-à-dire un niveau par enfant, disons un enfant avec une petite différence peut-être selon l'âge, pourquoi pas, ce serait 200, 250 € par enfant. Et puis quand on en a deux, c'est 2 fois le montant. Si on a 3, il y a 3 fois le montant, et ainsi de suite. Voilà, donc ce projet, nous l'avons décrit, nous l'avons documenté avec un livre du vice-président de l'association R, Léon Régent, qui précise vraiment comment on peut faire ce travail-là de simplifier et de rationaliser 10 mécanismes actuels pour créer une solution tout à fait universelle pour tous les enfants. Ça, je dirais, c'était Start with Kids. C'est facile. La deuxième partie est nettement moins intuitive. Là, j'affirme, et je l'affirme de manière assez forte, parce que c'est important de le savoir, c'est que si nous voulons mettre en place un revenu de base universel, il faut se poser la question des riches. Et en fait, il faut se poser d'abord la question des riches. C'est quelque chose qui est rarement dit, mais je crois qu'il faut vraiment y penser sérieusement. Pourquoi faut-il commencer par les riches? Parce que les riches ont les moyens de se le payer eux-mêmes. Ils peuvent se le payer. Donc, si un riche, on lui dit, tiens, on te donne un revenu universel, mais en même temps, voilà, on va te prendre par la fiscalité ce qui correspond à son revenu universel, il n'y a pas de problème de financement. Financer le revenu universel d'un riche, c'est lui-même qui le finance. Et donc, c'est la solution la plus simple, c'est de commencer par les riches. Et en France, vous allez le voir, on le fait déjà.
Je vais vous présenter ce qui est écrit dans ce qu'on appelle la brochure pratique. C'est un document de plus de 400 pages qui est distribué à tous les Français pour les aider dans la déclaration annuelle dans leurs revenus. Dans ce document, en bas de la page 329, dans la dernière version que nous avons utilisée cette année, vous avez un tableau. Alors, je vais faire un zoom sur ce tableau. Et quand vous voyez ce tableau qui est en bas à gauche, là, de la page 329, vous avez l'expression de la progressivité de l'impôt en France. Vous avez en réalité 5 tranches. La tranche du milieu est une tranche qui est au taux marginal de 30%. Les personnes qui ont un revenu par part, bon, mettons un revenu par part qui est entre 25 000 et 75 000 euros, ces personnes-là voient leur impôt calculé ainsi. Ils prennent leur revenu, ils multiplient par 30% et ils soustraient le montant qui est indiqué ici, qui est de 5 856 euros, fois N, c'est-à-dire par le nombre de parts. Et en réalité, quand on applique cette formule, quand on la regarde à peu près, ça signifie tout simplement que les personnes qui sont dans cette tranche, qu'ils soient seules ou en couple, en fait, ont déjà un revenu universel. Ils ont déjà un revenu universel qui est caché, mais qui est réel, car il est individuel. Vous avez fois N, ça c'est individuel. Quand il y a 2 personnes, c'est fois 2. C'est calculé automatiquement par les impôts, sachant qu'en France, maintenant, il y a un prélèvement à la source mensuel, donc c'est vraiment quelque chose qui est inscrit dans une routine mensuelle. Il n'y a pas de conditions, on ne vous demande pas si vous travaillez ou ne travaillez pas, ce sont vos revenus qui sont pris en compte, c'est tout. Sur les revenus de 2019, ce terme fixe, 1856, en fait, ça veut dire 488 euros par mois. En 2020, le montant, naturellement, il était un peu augmenté, 498,52. Voilà, vous avez un montant qui est de l'ordre de 500 euros, qui est inscrit dans l'impôt de ceux qui sont dans la 3e tranche de l'impôt. C'est à peu près 15% de la population française. À peu près 15%. Ceux qui sont aux tranches supérieures à 41 et 45%, c'est à peu près 1% de la population. Donc là, on est vraiment sur une population qui est une population riche, qui a déjà, dans les revenus de 2020, un revenu universel qui est tout à fait dissimulé, qu'on ne voit pas, de 498,52 € par mois, par personne. Alors, ce résultat est un peu étonnant. Alors, je vais vous le montrer de manière un peu différente, par un graphique. Sur ce graphique, je représente, avec cette courbe rouge, la progressivité de l'impôt sur le revenu en France entre ces 5 tranches. Tranche à 0%, à 11%, à 30%, 41%, et plus loin, on a 45%. Typiquement, comment on calcule l'impôt? Quelqu'un qui a un revenu de 5 000 € par mois, un revenu imposable de 5 000 € par mois, on descend sur la courbe, on trouve un point ici d'intersection, et hop, on part sur la gauche pour dire qu'il paye à peu près 1 000 € d'impôt par mois. Ça se calcule très bien. 30% de 5 000, ça fait 1 500. Vous enlevez à peu près 500 € par mois, vous enlevez à 1 000 € par mois. Donc toutes les personnes qui sont sur ce bout de droite là, entre 2 200 et 6 000 et quelques euros par mois, par personne, ont exactement ce calcul déjà aujourd'hui. Et c'est 15% des ménages. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a vu que les riches l'ont déjà, que 15% parmi les plus riches l'ont déjà, je propose de continuer, de prolonger la courbe quelque part avec les personnes pauvres. Que se passe-t-il pour les personnes pauvres? Sur le graphique précédent, j'ajoute l'effet des minima sociaux, c'est-à-dire des prestations sociales données aux plus fragiles de la société. Il y a le RSA, le revenu social d'activité, qui lui est un revenu qui est donné assez généralement, qui pour une personne seule est égal à 564 € par mois, mais dont on déduit dans la très grande majorité des cas un forfait logement, j'y reviendrai, de 67 €. Donc en réalité, le RSA d'une personne seule, aujourd'hui en 2020, c'est 497,01 €. 497,01 € par rapport au montant que j'indiquais tout à l'heure pour ceux qui sont à l'impôt, nous avons un écart de 1,51 € par mois. Donc c'est tout à fait négligeable. À côté du RSA, vous avez la prime d'activité, qui est un profil assez curieux, qui fait des creux et des bosses, qui s'ajoute pour les personnes qui ont un petit revenu d'activité.
Et quand on cumule tout ça, que je mets sur le même graphique, voilà, vous avez l'effet de tous ces dispositifs. Donc l'impôt sur le revenu en rouge, le RSA, la prime d'activité, et j'ai mis également, vous voyez peut-être pas très bien, la décote, qui est un mécanisme de calcul de l'impôt. Je ne vais pas dans le détail. Et le résultat de tout ça, c'est une courbe qui fait les ondulations jusqu'au moment où elle atteint l'autoroute, on va dire, à 30%. Et tout en bas du graphique, je vous ai indiqué en pointillé le taux marginal effectif de prélèvement qui s'applique sur le revenu, sur le salaire net. J'ai pris ça. Donc 41%, ça descend à 13, ça monte à 54, ça redescend à 15, ça revient à 28%. Bon. Et quand on regarde la discussion qu'il y a eu il y a une demi-heure sur l'entrechat, il y a bien un enjeu par rapport au taux marginal de prélèvement. Donc, Guillaume Allègre, qui prendra la parole cet après-midi, dit qu'effectivement, sur les pauvres, les taux de prélèvement marginaux sont en général plus élevés que sur les riches. Sauf que, quand on regarde bien les choses, nous avons un système oscillant auquel il faut associer effectivement le taux marginal pour ceux qui ont des aides de logement, qui ont un taux de prélèvement additionnel. Voilà. Donc, en tout cas, moi, en tant qu'économiste, je dis qu'il n'est pas tout à fait rationnel d'avoir une courbe qui oscille et qui serait beaucoup, beaucoup plus rationnel de prolonger la courbe de ceux qui sont à 30% d'impôt sur le revenu, qui est donc la ligne pointillée que j'indiquais en rouge pointillé là. Donc là, on prolonge tout bêtement la ligne. Cette ligne protégée, donc du coup, le taux marginal effectif restera à 30%, 28%, je passe les détails. Et cela nous donnerait exactement ce que vous voyez juste derrière, ceci. C'est-à-dire que moi, je généralise à partir du système actuel et de sa complexité, je simplifie en disant, voilà, finalement, c'est une seule courbe à 30%, le taux actuel, avec les 500%, et pendant les 50 euros, ces 500 euros sont 497,01 ou 498,52, bon, 500 euros par mois, qui est le montant actuel. Quand je présente ceci, je ne dis pas que je veux que les gens aient 500 euros, ou que j'ai une préférence pour 500 euros, ou que je trouve que ce soit bien philosophiquement ou quoi. Non. Je fais un travail technique, je dis actuellement, la France a un système qui fonctionne comme ça. En moyenne, de manière approchée, on est là-dessus. On a 30% de prélèvement et on a 500 euros qui est la base pour tout le monde. Qu'on soit pauvre ou qu'on soit riche, on a la même courbe en réalité. On a la même fonction mathématique. Et donc là, je la mets en évidence. Évidemment, ce système est individuel, c'est-à-dire que là, quand on est en couple, logiquement, il faudrait qu'on ait un montant double. Hein. C'est le cas pour les personnes qui sont dans l'impôt. Dans l'impôt, on a vu qu'il y a un fois N qui fait que quand on est en couple, on fait x2, hein, sur les 500 euros x2 pour quelqu'un qui est dans les impôts à 30%. Mais par contre, quand on est RSA, ou à prime d'activité, on n'est pas à x2. On a nettement moins. Parce que l'État, dans sa grande sagesse, et c'est un débat que j'ai souvent avec Guillaume, l'État, dans sa grande sagesse, estime que quand on est pauvre, on fait des économies en se mettant ensemble. Pas quand on est riche, hein, mais quand on est pauvre, on fait des économies en se mettant ensemble. Et donc, il n'est pas légitime que l'État aide autant un couple que deux personnes séparées. Voilà, donc ça, c'était une grande question sur les échelles d'équivalence. Nous pourrons éventuellement parler, mais qui est un point clé, effectivement, dans le sujet. Si tout ceci vous intéresse, vous pouvez aller sur le site lemodèle.fr pour faire des simulations. Vous avez tous les outils pour simuler. Bien entendu, le fait d'aligner, ça se passe très bien pour les personnes seules. Vous voyez en dessous, là, en jaune, je mets en évidence l'écart qu'il y a entre la situation actuelle et ce que je propose. Donc la ligne pointillée que je propose de suivre. Pour une personne seule, c'est facile. Pour un couple qui est marié ou pacsé, qui a un revenu élevé, c'est facile, c'est exactement la même chose. Par contre, pour les couples concubins ou pour ceux qui ont des revenus moins importants, évidemment, là, il y a un gain important. Donc, le revenu universel individuel, en France, ce n'est pas le cas dans tous les pays, hein, mais en France, c'est surtout une décision politique sur le fait qu'on va aligner les couples sur 2 fois le niveau d'une personne seule. Et ça, c'est le gros sujet, le très gros sujet du revenu universel. Voilà, donc là, j'ai fait ma petite démonstration. Donc, je vous ai indiqué qu'on pouvait traiter les enfants d'un côté. Là, il y a un travail de nettoyage à faire très important. Ensuite, je disais qu'on peut commencer avec les personnes riches. Pourquoi? Parce qu'ils se le financent déjà. Ils l'ont déjà dans la formule de calcul de l'impôt. Même s'ils ne le voient pas, ça existe déjà, ils l'ont déjà. Et ensuite, on continue sur les personnes pauvres en disant, la formule de calcul des personnes riches, eh ben, appliquons-la exactement aujourd'hui aux personnes pauvres. Et ils vont être gagnants.
ils voient une gagnante, je vais montrer avec mes couleurs jaunes. Donc cette décision, c'est, pour moi, le discours politique est simple, c'est je ne vois pas de raison pour que le système fiscal et social français soit moins avantageux pour les pauvres qu'il n'est pour les personnes riches. Je ne vois pas de raison légitime à cela. Ensuite se pose la question, vous le voyez en bas, sur les adultes, les jeunes adultes. En France, une question se pose entre 18 et 25 ans. Entre 18 et 25 ans, en France, nous avons 17 mécanismes. 17. Donc c'est une pagaille qui est encore pire que pour les enfants de moins de 18 ans. Et donc là, il y a une rationalisation à mener que je ne vous décrirai pas ce matin, parce que là, on n'a vraiment pas le temps, mais sachez qu'il y a un sujet très compliqué pour les personnes qui ont entre 18 et 25 ans. De la même manière, pour les personnes retraitées, vous savez qu'il y a un débat en France depuis 2 ans sur une réforme des retraites. Cette réforme a du mal à avancer. Pourquoi? Parce que dans les règles de calcul des retraites, il y a évidemment un système où les gens cotisent, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de règles particulières de solidarité. Et tout ceci est très mélangé, donc on n'y voit pas très clair. Du coup, il y a également un sujet particulier sur les retraités pour appliquer un revenu de base de manière tout à fait cohérente. La bonne nouvelle de ce matin. La bonne nouvelle de ce matin, c'est que tout ce que je vous ai présenté là est déjà connu en France. Et la semaine dernière, il y a eu, donc jeudi dernier, il y a eu un vote à l'Assemblée nationale d'une proposition de résolution qui a été présentée par Valérie Petit, députée du groupe Agir Ensemble. Et cette proposition a été votée très largement. A été votée très largement. Je vous montre sur la droite le nom des groupes politiques qui ont voté en faveur de la proposition et ceux qui sont opposés. En réalité, tous les groupes centristes ou proches du centre ont tous voté pour. Je dirais des partis démocrates jusqu'au Parti socialiste. Donc là, vous avez bien large, y compris le parti au pouvoir actuellement, qui est le groupe La République En Marche, qui a voté. Donc 70 députés ont voté pour cette proposition. Les opposants sont aux deux extrémités de l'échiquier politique. Vous avez du côté des conservateurs de droite qui sont prononcés contre, que ce soit le Rassemblement national ou le parti Les Républicains. Et vous avez à gauche une opposition de la force insoumise et du groupe de gauche qui est, on va dire, le Parti communiste. Voilà, donc voici où nous en sommes en France, avec ce vote qui est passé largement jeudi dernier, qui donc devrait s'ouvrir vers une discussion publique organisée par les députés sur la proposition d'un socle citoyen, c'est comme ça que nous l'avons appelé, un socle citoyen qui intègre un revenu de base avec également une réforme de l'impôt sur le revenu utilisant le prélèvement à la source. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller sur soclecitoyen.com, vous voyez, j'ai indiqué en bas le site. Là, vous avez un texte que j'ai fait qui décrit à peu près ce que je vous ai indiqué là, oralement. Si vous voulez plus de questions, n'hésitez pas également à me contacter après si vous avez d'autres questions, pas du tout ça. Voilà à peu près ma proposition et je crois que je dois arrêter le partage.